Bonjour à tous, bienvenue à nos clients et à tous les participants. Je suis Morgane Loézic, responsable commerciale et communication chez TAC Economics. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire consacré au conflit en cours au Moyen-Orient et ses implications sur la région et plus particulièrement sur les pays du GCC. Ce webinaire sera animé par Vivien Massot, économiste senior et directeur de notre filiale en Inde basée à Chennai, que certains d'entre vous connaissent déjà, et Flore Morea, analyste en risque géopolitique, qui a rejoint l'équipe il y a un an maintenant. Donc 30-40 minutes aujourd'hui pour vous proposer de manière synthétique à la fois une grille de lecture et donc un cadrage analytique dans ce contexte très incertain et en évolution permanente. L'objectif ici est de vous présenter notre scénario central d'évolution du conflit et les points de bascule potentiels, mais aussi l'impact de ce choc sur l'offre géopolitique et les prix du pétrole, et enfin de vous rappeler bien sûr les forces en présence de la région, mais de montrer aussi les divergences d'évolution et de niveau de risque, et donc de rappeler quelques enjeux et perspectives à la fois économiques et géopolitiques de long terme au Moyen-Orient. Vous pourrez bien sûr, et je vous y invite vivement à réagir aux présentations qui vont être faites en postant vos réactions et ou vos questions directement via le chat. Et Flore et Vivien y répondront à la fin du webinaire. Je rappelle que la session est enregistrée, ce qui me permettra de vous adresser à la fois le replay et le support de présentation, et vous pourrez donc le partager en interne pour ceux qui n'auraient pas pu assister au webinaire aujourd'hui. Je remercie tous les participants qui nous ont rejoints. Bon webinaire à tous. Vivien, Flore, c'est à vous. Bonjour à tous, merci Morgane, merci de nous rejoindre sur ce webinaire sur les risques géopolitiques et principalement centré sur le Moyen-Orient. Donc un petit mot sur TAC Economics. Nous sommes une société d'analyse de risque pays. On fait des prévisions macroéconomiques et financières, tout ça à partir d'outils quantitatifs et de bases de données très structurées. Et donc c'est cette combinaison d'outils que nous allons utiliser dans la présentation aujourd'hui pour vous informer, vous alerter des risques majeurs liés à la situation géopolitique au Moyen-Orient. Donc, le premier point est sur la situation du conflit au Moyen-Orient qui a démarré fin février. Nous entrons dans le 4e mois de ce conflit avec des attaques conjointes des États-Unis et d'Israël en Iran et des représailles militaires iraniennes dans la région. Cette situation d'attaque militaire a été très forte au cours du premier mois, mais n'a pas cessé complètement, totalement depuis plusieurs semaines, et même il y a eu des frappes encore ces derniers jours. Donc on voit que la situation est vraiment tendue de façon persistante depuis plus de 3 mois maintenant. En parallèle de ces attaques militaires, il y a aussi le point fondamental sur les implications macroéconomiques, c'est le blocage du détroit d'Ormuz, blocage qui est double, d'un côté par l'Iran et de l'autre côté par les États-Unis. Donc très peu de navires commerciaux transitent via le détroit d'Ormuz. C'est moins de 10 navires par jour en moyenne depuis 3 mois, alors qu'il y en avait plus d'une centaine par jour avant le conflit. Donc ça a des impacts très importants sur le commerce mondial. Et il y a des tensions justement sur ce passage et la réouverture de ce passage. Ce qui se passe en parallèle dans les points structurels du conflit, comment les différents acteurs vont arriver à négocier une solution. On voit la chronologie des négociations ici, il y a eu plusieurs étapes critiques, notamment des propositions de paix, mais aujourd'hui, le fait qu'il y ait des nouvelles frappes, cette reprise des frappes depuis quelques jours, ont interrompu les négociations. Elles ne sont pas complètement fermées. J'imagine qu'il y aura des nouvelles phases de réouverture des négociations. Et donc, on est dans cette période de tension persistante. Les négociations sont très difficiles parce que les objectifs individuels de chacun des acteurs ont l'air très différents. Il peut s'agir du programme nucléaire iranien, du stock d'uranium enrichi. Donc, chacun n'est pas prêt à accorder les mêmes concessions. Le rôle de l'Iran et ses proxys dans la région. La question de la libre circulation dans le détroit d'Ormuz est aussi primordiale et au cœur des négociations. Mais pour l'instant, tous ces éléments n'ont pas
de résolution complète. Ces négociations, comme je dis, sont suspendues avec les dernières frappes aériennes. Et donc, la conclusion, c'est que les tensions accumulées depuis 3 mois vont continuer au cours des prochaines semaines. Il n'y a pas de risque d'ajustement de notre scénario. Et comme on présente le cadre qu'on a développé dès le début du conflit, dans un cadre très incertain, hein, parce que c'est un conflit stratégique, on essaye d'avoir le scénario les archétypaux les plus plausibles possibles. Donc, dans un premier temps, on a mis en évidence peut-être la réalisation d'un scénario de normalisation qui disait que si le conflit s'arrêtait immédiatement, on pourrait avoir une reprise du trafic, des prix du pétrole qui s'abaisseraient. Mais ça, ce serait que sous la condition de signaux et de négociations diplomatiques qui seraient convergentes et avec certaines conditions sur la suspension des sanctions américaines et la libre circulation dans le détroit d'Ormuz. Donc, ce scénario a perdu en probabilité au cours des semaines qui ont suivi le conflit. Et donc maintenant, notre scénario central qu'on a depuis le début mai, c'est le scénario de persistance du conflit, parce que je disais que les tensions et les frappes militaires actuellement continuent. Et donc, on a cette persistance de disruption sur le trafic maritime, de tensions sur les prix énergétiques. Les tentatives de négociation vont rester en cours. Par contre, on n'a pas exclu aujourd'hui le scénario de normalisation, parce que si jamais une alternative diplomatique arrivait à son cours, il y aurait une reprise graduelle et donc on pourrait transitionner. Et on n'est pas non plus dans le scénario de rupture, de disruption complète qui se matérialiserait avec des destructions beaucoup plus substantielles des infrastructures et principalement énergétiques dans la région. Si les frappes américaines visaient les cibles de production de pétrole en Iran et inversement, si l'Iran frappait des cibles de production énergétique, comme ils l'ont fait partiellement au Qatar ou déjà en Arabie Saoudite au cours des premières semaines. Mais on n'est pas dans ce scénario de rupture encore. Et donc, vraisemblablement, le scénario de persistance pour nous est celui qui va durer encore quelques temps. Quand on a ce cadre qui nous permet de réfléchir à qu'est-ce qui se passe à court terme, on va voir comment est transmis le choc dans le monde. Et ça, on essaye de mesurer quelles sont les vulnérabilités des pays dans le monde entier. On a une méthodologie assez classique, pardon, on va revenir sur la méthodologie. On a créé un indicateur quantitatif pour évaluer la vulnérabilité de chacun des pays dans le monde à la transmission du conflit. Donc, c'est un indice de sensibilité au conflit en Iran. Je réutiliserai peut-être l'acronyme ICSI par la suite. Donc, c'est une vingtaine d'indicateurs. On les normalise, on les pondère parce qu'il y a dans 5 grandes familles d'intérêts qui représentent la transmission possible dans le monde entier. Et c'est l'exposition via l'énergie et quelles sont la part d'énergie importée depuis les pays du Golfe, l'exposition au transport maritime et au détroit d'Ormuz en particulier, l'exposition liée à l'intégration commerciale avec la région du Moyen-Orient et une exposition géopolitique. On voit bien que la géographie a un rôle important. L'Iran ne peut pas attaquer des pays sur d'autres continents, mais les pays proches sont beaucoup plus sensibles à des attaques. Et puis, les relations diplomatiques, géopolitiques aussi entraînent une asymétrie dans les relations avec les différents acteurs du conflit. On pondère aussi de façon plus marginale un indicateur de vulnérabilité macro-financière qui peut être un accélérateur ou un réducteur du risque dans cette configuration de choc. Notre idée avec ce type d'outil, c'est d'être toujours capable d'offrir une évaluation claire, une hiérarchisation compréhensible et très large, parce qu'on couvre plus de 170 pays ici, sur l'implication du conflit actuel. Donc, les premiers résultats de ce classement mondial montrent que le Moyen-Orient est la région la plus vulnérable de fait de son intégration économique et l'importance du secteur énergétique dans l'économie de la région. On trouve après, mais enfin, là, c'est que les pays de la région MENA qui sont listés, mais on trouve dans les classements assez mal classés, plus vulnérables, des pays d'Afrique du Nord ou de la Corne de l'Afrique, parce qu'ils sont très dépendants des importations d'énergie et cette vulnérabilité est amplifiée par certaines faiblesses économiques.
D'autres pays sont particulièrement vulnérables. Je peux citer certains en Asie, comme la Corée du Sud ou la Thaïlande, parce qu'ils ont une forte dépendance aux importations de pétrole brut ou de gaz naturel liquéfié en provenance du Golfe. Donc aujourd'hui, ces pays ont des réserves stratégiques limitées et c'est des économies qui sont fortement intensives en énergie. Donc c'est pour ça qu'on les note comme vulnérables dans notre classement. Et donc cette visualisation, elle est très effective parce qu'on voit les différents facteurs de vulnérabilité par économie. L'intégration commerciale, je disais, joue beaucoup en défaveur de la zone et notamment au sein du GCC. Et ce qui est important à retenir, du coup, c'est le gradient régional. Il y a une répercussion assez hétérogène du conflit, mais les pays les plus proches de l'Iran et de la zone seront les plus sensibles, les plus vulnérables. Donc, dans quelle mesure ça nous permet de vraiment bien identifier ces détériorations via la mesure de sensibilité. La détérioration, elle va se matérialiser aussi par une transmission et une détérioration des primes de risque pays dans les économies de la zone, notamment les économies qui sont importatrices nettes d'énergie au Moyen-Orient et en Asie. Donc, une fois qu'on a cette matrice, cette vision de la vulnérabilité dans la région, on a aussi, ce que je disais, la réévaluation, réajustement des primes de risque pays. Alors, les primes de risque pays, c'est la situation ex-ante du risque que nous mesurons sur l'ensemble des pays émergents. Et cette prime est composée de différents facteurs, notamment des risques économiques et financiers que vous voyez en rouge, les risques de politique et de gouvernance qui sont domestiques, endogènes, en bleu. Et il y a plusieurs facteurs structurels qu'on intègre dans nos primes de risque pays, des facteurs structurels liés à la préexistence de fortes probabilités de choc macroéconomique sur les années à venir. Donc, c'est ce qu'on appelle signal de crise ou indication de vigilance. Et donc, on a créé aujourd'hui la transcription de l'indicateur de sensibilité au conflit en Iran, une surprime temporaire qui est liée à la géopolitique, parce que on considère que les conflits mondiaux qui ont des répercussions macroéconomiques significatives ne sont pas encore intégrés dans les données trimestrielles économiques et financières, donc ça n'a pas de répercussion à très court terme sur le risque économique, et donc on revalorise les primes de risque pays en prenant compte d'un effet de géopolitique. Et donc, c'est important de souligner que plusieurs pays de la région, notamment les Émirats arabes unis, Oman, l'Arabie saoudite ou du Qatar, ont des primes de risque pays aujourd'hui qu'on voit qui sont autour de 300 points de base. Donc, c'est un niveau important par rapport au spread de marché sur des actifs sans risque, mais c'est plus favorable que la moyenne des 110 économies émergentes que nous suivons, qui est à 410 points de base. Donc, il y a vraiment là aussi une hiérarchie en termes de primes de risque pays, ce qui favorise ces pays où les primes de risque sont plus favorables dans les pays du Golfe, c'est vraiment le cadre domestique de politique et de gouvernance qui est solide. On voit les primes peuvent être négatives ou très faibles, et donc ça veut dire que l'environnement des affaires, la transparence des affaires, garantissait un accès à un coût du capital plus réduit. On a des pays dans la région où le niveau est plutôt moyen, comme le Bahreïn ou le Koweït, qui sont autour de la moyenne internationale. Ce qu'il faut souligner, c'est que le Koweït est déjà affecté, lui, par une vulnérabilité aux perturbations économiques. Donc la combinaison de ces indicateurs économiques et certains déséquilibres économiques fondamentaux fait que le pays est particulièrement sensible à un choc économique qui est en train de se produire. Et tout à droite, on a des pays comme l'Irak ou l'Égypte qui ont des niveaux de primes de risque pays beaucoup plus importants. Et donc, les coûts des couvertures et les rentabilités à obtenir sont plus élevés. Le Liban étant en situation de guerre, et donc ce qui est situation très compliquée pour les opérations et les affaires dans ce pays. Et donc, il faut vraiment garantir une grosse partie de ces actifs ou trouver des stratégies de réduction des risques. Donc, globalement, notre prime de conflit global qu'on a calculé à partir de l'indicateur de sensibilité rajoute environ 100 points de base. Et on n'ajoute pas quand il y a un signal de crise préexistant, comme c'est le cas au Koweït, mais ça confirme en plus le gradient régional. Donc, ce sont pays les plus sensibles ont une surprime un peu plus importante dans cette dynamique actuelle de risque pays à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est le cadre pour bien comprendre
les enjeux et les pays qui sont dans le collimateur et les plus vulnérables à la transmission du risque au Moyen-Orient. On fait un petit point maintenant sur la question des matières premières et comment ça se transmet de façon concrètement sur la macroéconomie. D'abord, via la situation énergétique. Donc, sur notre diagnostic que nous établissons depuis les 3 derniers mois et que nous avons déjà présenté à certains d'entre vous, on avait la situation sur les flux de pétrole. Donc, il y avait environ 20 millions de barils de pétrole qui transitait par jour en 2025 via le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, avec le blocage du détroit, on voit qu'il y a certaines alternatives qui sont déjà en place via des dispositifs de contournement et on fait référence aux oléoducs qui sont en Arabie Saoudite, qui vont vers la mer Rouge, et aux Émirats qui vont vers le golfe d'Oman, qui permettent de continuer à avoir un approvisionnement sans passer par le détroit d'Ormuz. Il y a aussi la réduction des stocks stratégiques par les pays membres de l'IEA. Cette réduction était prévue pour 90 jours. Et donc, on vient se poser la question très prochainement de l'ajustement et de la réutilisation des niveaux de stock et l'impact sur leur prix. Donc, le détroit d'Ormuz continue à être bloqué. Ça renchérit à la fois les primes d'assurance. Et ce que je vais souligner, c'est que ce point ultra critique des relations géoéconomiques mondiales a déjà été mis en évidence dans nos outils, dans nos publications de risques géopolitiques. Et donc aujourd'hui, ce choc se matérialise et ça a des implications majeures sur les chaînes de valeur, sur les chaînes de logistique, pas seulement sur les prix, mais sur les flux aussi. Donc on a ces travaux sur le pétrole, on les a fait sur d'autres matières premières, notamment le gaz. Et donc, il faut bien noter qu'on voit aussi ces problématiques d'approvisionnement à moyen terme, et notamment d'autant plus que le secteur du gaz a été plus fortement affecté par le conflit, parce que 6% de la capacité mondiale de liquéfaction a été fortement endommagée. Et si on prend le niveau de dommages plus faible et intermédiaire, on a pratiquement 10% de la capacité mondiale du secteur gazier qui est affecté. Et donc ça, c'est très important de suivre ce qui va se passer dans les chaînes de valeur et dans les produits connexes. Aujourd'hui, dans le scénario de persistance, on n'anticipe pas de dégâts supplémentaires sur ces infrastructures énergétiques. Et donc, sur ce quoi on se base pour nos prévisions macroéconomiques, c'est le déficit d'offres résiduelles. Et donc, comment on intègre ça dans notre prévision macro? C'est via des scénarios sur les prix du pétrole. On est au cours des 2 derniers mois, avril et mai, les prix du pétrole sont restés simplement au-dessus de 100 dollars en moyenne. Donc, il y a eu un peu de volatilité, et on a construit des scénarios archétypaux en fonction des débuts du conflit, en fonction de l'évolution diplomatique et militaire du conflit. Et donc, dans le cadre du scénario central de persistance, les prix du Brent aujourd'hui sont dans leur phase de pic. L'effet de la réduction des stocks stratégiques et des stocks commerciaux fait qu'on est plutôt dans la tranche basse de l'intervalle anticipé entre 90 et 115, 120 dollars. La question des stocks, je disais, va revenir sur le devant de la scène et peut créer beaucoup de volatilité. Et aussi, je rappelle que sur les marchés du pétrole, la production a été excédentaire pendant les 12 ou 18 derniers mois, et cette excellente production était équivalente à 1 million de barils par jour. Et donc, accumulé sur pratiquement 500 jours en moyenne, la réduction des stocks aujourd'hui fait que les prix ne sont pas aussi élevés qu'on aurait pu anticiper dans un choc de cette ampleur aujourd'hui. Mais au cours du deuxième partie de l'année, on va rester dans cette tranche inférieure avec ce scénario de persistance, parce qu'il y aura des ajustements à la fois actuellement sur l'offre, mais également sur la demande. Des prix élevés font que la demande s'ajuste à la baisse, et donc les ajustements sont sans doute des phases décalées. Il y a des effets d'annonce aussi liés au conflit, et donc on va conserver une phase de volatilité très forte sur les prix des matières premières, notamment du pétrole dans un très court terme. Et quand on voit la hausse des prix du pétrole, ça crée des ajustements des prix énergétiques. Donc, dans la région, on voit que ça a été très important aux Émirats arabes unis, et ça a été aussi significatif, comme à Bahreïn, comme en Égypte ou au Qatar, où les prix de l'essence et du gasoil ont augmenté de plus de 10%
au cours des 2 derniers mois. Et donc, on a des mesures dans le monde entier de relèvement des prix énergétiques, des prix pour les consommateurs, qui érodent les pouvoirs d'achat. Et donc, il y a des effets globaux sur l'économie mondiale, de hausse des prix et de ralentissement de la croissance qui sont à prendre en compte. Le dernier point sur l'effet macroéconomique. Donc, je mentionnais l'impact sur l'inflation et donc la hausse des pressions inflationnistes. Maintenant, on regarde un peu quelles sont les capacités de résilience dans la région, notamment en termes budgétaires. Donc, on a envoyé la situation ex-ante avec les primes de risque qui est basée sur les fondamentaux économiques. Et aujourd'hui, on regarde quelles sont les capacités des politiques économiques à pouvoir s'ajuster contre ce conflit. Pardon. Donc, en s'appuyant sur les données du FMI, on voit les soldes budgétaires pour les pays de la région. Certains pays comme Bahreïn, l'Irak, le Qatar ou l'Arabie saoudite sont en bas du graphique. Ça veut dire qu'ils ont des déficits budgétaires. Et pour 3 pays d'entre eux, le Qatar, l'Irak et Bahreïn, leur perspective budgétaire, la perspective de déficit budgétaire s'est accrue au cours des 6 derniers mois. Et donc, ça veut dire qu'ils ont moins de recettes fiscales et donc ils sont moins en mesure de lutter contre l'impact du choc macroéconomique. À l'inverse, il faut souligner que pour les Émirats et l'Arabie saoudite, le choc n'a assez peu d'impact sur les niveaux des soldes publics, en déficit pour l'Arabie saoudite et en léger excédent pour les Émirats, parce que la hausse des prix compense quasiment complètement la baisse des volumes d'exportation. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas sur ces 2 pays d'impact majeur. Et on a aussi la situation du Koweït ou d'Oman qui sont beaucoup plus satisfaisantes. Et donc on compare le risque souverain, il est beaucoup plus important à Bahreïn. La dette publique est très élevée, elle représente plus de 150% du PIB, alors que d'autres pays où comme l'Arabie saoudite, ont un léger déficit budgétaire, mais ont aussi des actifs souverains liquides et ou domestiques qui permettraient aussi de continuer à investir dans l'économie pour compenser le choc macroéconomique, la baisse de la production pétrolière et la baisse des exportations pétrolières. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'instabilité sur les prix des matières premières va être durable. Donc, il faut être très prudent sur ces approvisionnements et que la hiérarchie sur la macroéconomie, sur les perspectives de résilience, doivent être distinguées en fonction des objectifs de court terme et de long terme. Et après, il faut avoir une vision beaucoup plus détaillée en fonction de la nature des actifs dans ces pays et des contreparties. J'en ferai après une synthèse sur cette question de résilience et d'impact du choc. Je vais laisser la parole à Flore sur les questions plus structurelles. Merci Vivien. Donc maintenant, je vais essayer de vous apporter une analyse plutôt politique et géopolitique des perspectives de la région, qui va dans le temps imparti forcément pas être exhaustive, mais l'idée c'est de vous apporter quelques messages clés à retenir. Donc le Moyen-Orient occupe une position géographique stratégique puisque c'est le carrefour entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Elle est traversée par de nombreux enjeux géopolitiques et géoéconomiques, et contrairement à d'autres régions du monde, il n'y a pas de puissance hégémonique régionale. 4 puissances se disputent actuellement ce leadership: l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Turquie et l'Iran. Cette région est également l'objet de convoitises à l'échelle mondiale, puisque de grandes puissances comme l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, la Russie s'intéressent à ces territoires pour ses ressources, mais également par rapport à sa situation géographique stratégique en tant que hub logistique. Il s'agit donc d'une région au cœur de recomposition géopolitique qui connaît de nombreuses rivalités qui ont été mises en lumière par la guerre en Iran. Donc il s'agit tout d'abord d'une région militarisée avec des alliances qui se dégradent ou du moins se recomposent, ce qui nourrit une instabilité systémique chronique, voire durable. Cette instabilité est d'ailleurs quantitativement mesurable grâce à nos outils, comme je vais vous le montrer dans ces 2 graphiques. Donc, premièrement, il s'agit d'une région fortement militarisée si on regarde le pourcentage du PIB alloué aux dépenses militaires.
En moyenne, dans les pays du Conseil de coopération du Golfe présentés ci-dessous, on est à plus de 5% du PIB. À titre de comparaison, les États-Unis, on est à 3,6%, tandis qu'avec les pays de l'OTAN, on est à 2,7%. Ces dépenses militaires importantes s'accompagnent d'une dissymétrie très forte dans la valeur absolue des dépenses militaires, avec l'Arabie saoudite qui se distingue, puisque son budget est presque 4 fois supérieur au deuxième budget le plus élevé de la région, à savoir celui des Émirats arabes unis. Donc cette militarisation très forte de la région ne peut s'accompagner de stabilité. Et cette instabilité est également nourrie par la fragmentation des alliances à la fois régionales et mondiales, donc notamment dans les alliances entre les pays du Golfe et les États-Unis et la Chine. Donc, sur le graphique de droite, nous avons mesuré la différence entre les exportations des pays du Golfe vers la Chine versus les États-Unis. Nous avons aussi fait la différence entre les fournitures de matériel américain versus matériel militaire chinois, si bien que plus le résultat est positif, plus le pays est proche des États-Unis. Donc, 3 observations principales se dégagent de ce graphique. Premièrement, l'hégémonie commerciale chinoise, qui est le premier partenaire commercial de la région. Deuxièmement, l'hégémonie militaire américaine, qui se traduit non seulement par une quantité importante de matériel militaire importé dans cette région, même si les États-Unis sont en concurrence notamment avec l'Europe, mais aussi par une forte présence militaire permanente dans la région, puisque la 5e flotte de l'US Navy est située à Bahreïn, que le Koweït abrite 13 000 soldats de manière permanente répartis dans 6 bases différentes, et que le Qatar abrite quant à lui le poste de commandement des opérations de la région. Troisièmement, les pays situés dans le carré en bas à droite de ce graphique, donc qui sont à la fois très proches militairement des États-Unis et très proches commercialement de la Chine, sont plus sensibles à la compétition entre la Chine et les États-Unis, si bien qu'à terme, ils vont peut-être être amenés à devoir faire un choix entre ces deux puissances. Mais déjà, on peut observer 2 dynamiques à l'œuvre. D'abord, un rapprochement, un choix stratégique des Émirats arabes unis vers les États-Unis. Et en même temps, l'Arabie saoudite qui s'éloigne historiquement de son partenaire principal, les États-Unis, vers un équilibre entre la Chine et les États-Unis. Donc, au-delà de cette dégradation, ou du moins cette recomposition des alliances mondiales, on assiste à un délitement des alliances régionales. D'abord de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, avec le départ en 2018 du Qatar, puis plus récemment des Émirats arabes unis en mai 2026. Mais surtout un délitement de l'alliance régionale majoritaire, qui est le Conseil de coopération du Golfe, qui depuis sa création en 1981 n'a cessé de se fragiliser par des échecs dans les politiques d'intégration régionale ou par des crises géopolitiques successives. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il s'agit d'une région très militarisée, avec des alliances en recomposition, qui participent à la dégradation de la stabilité régionale. Cette instabilité est aussi nourrie par des rivalités à la fois endogènes et exogènes, structurées par la rivalité entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Donc, le Moyen-Orient concentre de nombreuses zones de conflits actifs, gelés ou des territoires en sortie de guerre, Gaza, Liban, la Syrie, l'Irak, le Yémen. Il existe également des désaccords géopolitiques latents, notamment sur la délimitation officielle des frontières, à savoir qu'entre l'Arabie saoudite et les Émirats et Oman, cette frontière est toujours en pointillé puisqu'elle n'est pas officielle. Dans la région, les points de vue divergent aussi sur les conflits en cours, notamment au Yémen, avec l'Arabie saoudite qui va plutôt soutenir le gouvernement officiellement reconnu face à l'avancée houthi, et les Émirats arabes unis qui vont soutenir le Conseil de transition du Sud, qui est une organisation séparatiste. En Afrique, cette rivalité aussi s'exprime dans la dispute d'influence économique, financière et géopolitique. L'exemple le plus probant est le Soudan,
puisque l'Arabie saoudite soutient l'armée régulière, tandis que les Émirats arabes unis soutiennent les forces de soutien rapide. Il s'agit donc ici de guerre par procuration. Au-delà des divergences de points de vue dans les conflits en Afrique, la guerre en Iran a aussi révélé des positions divergentes et l'affirmation de ces divergences entre ces deux puissances régionales du Conseil de coopération du Golfe. D'un côté, les Émirats arabes unis, avec Israël et les États-Unis, sont plutôt favorables à la continuité des frappes en Iran et à un changement de régime, par peur que le régime ressorte plus dangereux et plus radical que ce qu'il n'était avant le début du conflit. Et de l'autre côté, l'Arabie saoudite, avec le Pakistan, l'Égypte, la Turquie, Oman, le Qatar, qui est davantage attaché à une résolution durable de ce conflit et surtout à maintenir le dialogue entre l'Iran et les États-Unis. Cette divergence de point de vue concernant la résolution du conflit entre l'Iran, Israël et les États-Unis empêche aux pays du Golfe d'avoir une voix unie et crédible qui aurait pu faire en sorte qu'ils participent activement aux négociations entre l'Iran et les États-Unis. Il faut noter aussi que la rivalité entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis n'est pas seulement géopolitique, il existe une forte inimitié entre les deux dirigeants, Mohamed Ben Salman et Mohamed Ben Zayed. Donc finalement, cette région connaît une instabilité exogène et endogène, dont les divergences se creusent avec d'un côté l'Arabie saoudite et de l'autre les Émirats arabes unis. Dans ce contexte de rivalité et d'instabilité, on peut donc se demander quelles sont les perspectives économiques et géopolitiques au sein des pays du Golfe. Donc les pays du Golfe partagent le même défi, à savoir réduire la dépendance aux hydrocarbures en diversifiant leur économie. Cependant, si on regarde les axes de diversification, les secteurs investis sont plutôt semblables, voire se répètent. Il s'agit ici du tourisme, de la finance, du secteur aérien, du commerce et de la logistique. Cette mise en concurrence représente un nouveau facteur de rivalité géoéconomique qui peut alimenter l'éloignement entre les pays et, in fine, nourrir l'instabilité. Aujourd'hui, ce sont les Émirats arabes unis les plus avancés dans cette diversification économique, puisque le secteur des hydrocarbures représente moins de 35% du PIB. Mais en parallèle, ils connaissent une fragilisation de leur modèle de bulle sécurisé et prospère, car c'est le pays qui a été le plus touché par les frappes iraniennes parmi les pays du Golfe. Donc finalement, quid de l'image des Émirats arabes unis dans les représentations collectives de la population expatriée, et notamment de la population expatriée musulmane, face au rapprochement avec Israël? Donc maintenant, concernant les perspectives de développement géopolitique dans la région, donc de l'Alliance notamment du Conseil de coopération du Golfe, trois scénarios se distinguent. Donc d'abord, le statu quo, donc une coopération superficielle entre les États du Golfe, une retenue stratégique et avec les États-Unis qui ont plutôt un rôle de médiateur, notamment dans la rivalité entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Ensuite, un deuxième scénario un peu moins probable est une coopération renforcée par un choc exogène majeur, produit par exemple par une attaque massive iranienne contre les États du Golfe, donc une reprise des attaques, qui nécessiterait une réponse coordonnée collective des États du Golfe. Et enfin, un dernier scénario qui est une fragmentation renforcée, une affirmation des blocs concurrents au sein de l'Alliance. Ce qu'il faut retenir des perspectives de cette alliance régionale, c'est que c'est une organisation régionale affaiblie dont la question est moins de savoir si cette intégration peut continuer à s'approfondir ou si elle peut progresser, mais plutôt si la désintégration peut être contenue. Donc finalement, si je devais faire un résumé de la situation géopolitique dans la région à travers trois messages clés, je dirais premièrement qu'il s'agit d'un ensemble de pays qui se militarisent alors que les alliances se polarisent ou du moins se recomposent, ce qui alimente une instabilité durable et chronique dans la région. Deuxièmement, que la guerre en Iran a donné une visibilité à ces tensions, mais que ces tensions géopolitiques n'ont pas été créées par la guerre en Iran. Il s'agit de rivalités profondes et historiques entre les États.
Et troisièmement, on peut imaginer que ces rivalités géopolitiques vont appuyer les nouvelles rivalités géoéconomiques. La concurrence, autrefois feutrée, va se durcir entre les secteurs clés de la diversification économique. On peut donc s'attendre aussi également à une augmentation des risques de pression des gouvernements des pays du Golfe sur les entreprises et les pays étrangers dans leur choix de partenariat dans la région. Je vais maintenant laisser la parole à Vivien pour conclure notre présentation sur les perspectives au Moyen-Orient. Ton micro n'est pas ouvert, Vivien. On ne t'entend pas. Merci Flore sur la mise en évidence de ce développement structurel de l'instabilité géopolitique dans la région. On présente ici une synthèse sur la hiérarchisation des risques géopolitiques et des capacités de résilience ex ante, et donc sur la hiérarchisation des capacités de développement stable et durable dans le futur, sur un horizon plus long. Et donc, vous voyez la gradation de couleurs, où on voit que finalement la situation est la moins défavorable, même plutôt favorable en Arabie Saoudite, où la sensibilité géopolitique est moyenne, l'impact du conflit n'est pas le plus fort, et la transmission du choc non plus, grâce aujourd'hui à l'éoléoduc et la hausse des prix du pétrole qui compense une partie de la perte des exportations, et à la fois sa résilience ex ante et les actifs souverains pourrait permettre à l'Arabie Saoudite de passer ce choc temporaire au cours de l'année 2026. On a un deuxième groupe de pays dans cette tableau de synthèse qui sont Koweït et Oman pour des raisons différentes. Koweït a une résilience relativement plus faible du fait de son indication de vigilance aujourd'hui et de sa sensibilité macroéconomique. Mais en termes global, les installations militaires américaines sont ciblées au Koweït, mais les autres infrastructures énergétiques ont été relativement plus épargnées aujourd'hui, et on peut penser et espérer que ça va continuer. Mais ce qu'il faut bien voir sur les 4 autres pays de la zone, c'est qu'on a des changements de perspective réels aux Émirats arabes unis et au Qatar, qui sont des niveaux de risque géopolitique aussi élevés en Irak ou à Bahreïn. Et donc, les opportunités vont se réduire dans ces pays, et les vulnérabilités sont d'autant plus fortes. Ces vulnérabilités pour vos opérations, pour vos actifs dans ces 2 pays sont vraiment à reconsidérer, à revaloriser en fonction du coût supplémentaire du risque géopolitique. Et donc, cette hiérarchisation qu'on présente ici est très importante pour l'ensemble des entrepreneurs et des investisseurs dans cette zone. Donc, il faut rappeler que les enjeux économiques et géopolitiques de la région sont très compliqués. Donc, on a essayé de le faire très synthétiquement au cours de ce webinaire. On va insister que c'est une base de réflexion et que les conclusions doivent être adaptées à chaque secteur, à chaque actif que vous avez ou chaque contrepartie que vous auriez dans ces pays. Et donc, il faut aujourd'hui opérer avec une très forte prudence, parce que la région est de plus en plus instable et avec une plus forte volatilité sur les marchés, sur les prix. Et donc, on a quand même des pays qui montrent des capacités de résilience potentielles pour des opportunités futures. Morgane, je te laisse la main sur la modération, s'il y a des questions. Merci beaucoup, Vivien et Flore, pour vos présentations. Voilà, donc on démarre la petite session de questions-réponses. Il nous reste 5 minutes. Vous avez parfaitement tenu le timing, je vous en remercie. Alors, une première question sur notre indicateur XI qui concerne Oman. Pourquoi est-ce que Oman est tellement impacté par le critère du détroit d'Ormuz, vu sa situation géographique en aval du détroit? Est-ce que vous auriez quelques éléments à apporter? Oui, c'est un indicateur composite avec une dimension commerce maritime et dépendance au détroit d'Ormuz. Donc 75% des importations d'Oman passent par le transport maritime, qui est aujourd'hui affecté à la fois en termes de coûts et de flux. Et surtout, dans cet indicateur, on prend en compte l'intégration dans les chaînes de valeur des importations
et de la production industrielle d'Oman. Et donc, il y a des indicateurs des Nations Unies qui mesurent le risque d'une disruption, d'une fermeture du détroit d'Ormuz pendant 30 jours, comme ça s'est matérialisé. Et donc, ces indicateurs montrent le risque très élevé pour Oman, qui sont dans les moins 10 bonnes économies mondiales sur un ensemble de 170 pays. Ce n'est pas par le pays, c'est ambivalent parce qu'il est isolé des flux énergétiques, mais pas des flux pour leur chaîne de valeur industrielle. Donc, c'est comme ça qu'ils sont sensibles et que ça se transmet plus fortement à Oman. Très bien. Une deuxième question qui porte sur l'Iran. Quel est l'impact pour l'Iran de la hausse des prix des carburants? Sont-ils fortement impactés eux aussi? Et plus globalement, quelle est la capacité de résilience de l'Iran? Alors, l'Iran est bien sûr le pays le plus affecté par la situation. 90% de ses exportations maritimes passaient par le détroit d'Ormuz et aujourd'hui sont quasiment complètement bloquées. J'ai lu dans un article de presse que les chiffres d'inflation dépassaient les 130%. Donc au dernier mois, donc ça veut bien dire les difficultés d'approvisionnement sur tout un ensemble de biens de consommation et donc les difficultés pour la population. Et en termes de capacité de résilience, elles sont assez faibles économiquement. Militairement, l'État iranien a essayé de protéger cette capacité de résilience. Économiquement, elle en a beaucoup moins de moyens. Et on a vu au cours du dernier mois le sujet du dégel des actifs iraniens, qui correspond à 24 milliards de dollars qui seraient gelés aux États-Unis. Et c'est un sujet très sensible pour pouvoir essayer de soutenir l'économie et compenser le choc économique. Et aujourd'hui, il n'y a pas de perspective pour que ces actifs soient dégelés et puissent revenir à l'économie iranienne pour amortir le choc sur l'économie. Très bien, merci Vivien. Une autre question qui porte sur le rôle d'Israël. Je te livre le commentaire fait par l'un de nos participants. Vous avez analysé les fractures géopolitiques sous un angle États-Unis-Chine jouant sur les fractures Émirats arabes unis, Arabie saoudite, mais qu'en est-il d'Israël? Vous ne l'avez pas mentionné comme un acteur en concurrence pour l'hégémonie régionale. On assiste à des divergences croissantes entre la stratégie américaine et celle israélienne quant au développement de la guerre en Iran. De quel côté se rangera les Émirats arabes unis? Ne vont-ils pas s'éloigner des États-Unis, surtout si, surtout si ces derniers ne représentent pas une garantie de sécurité? Alors, j'ai des messages parallèles. Veuillez m'excuser. Je vais donc te passer la parole, Thierry, pour apporter des éléments de réponse. Oui, Je t'en prie. merci Morgane. Désolé d'interférer là, juste sur la question qui est posée là sur l'alliance et est-ce qu'il y a une solidité euh, sans faille de l'alliance US-Israël? La réponse évidente est non. Et oui, la personne qui a posé la question a raison de dire que pour tous les pays du Golfe, sans exception, qui avaient construit leur appareil de sécurité dans la région, une région, comme l'a dit Flore, qui est historiquement instable, sur une alliance très forte et une présence militaire américaine, bah, tous ces pays aujourd'hui se posent la question. Et je crois que, un peu dans le sens de la question, c'est une des raisons qui pousse les Émirats à réfléchir à la capacité de se rapprocher en termes de sécurité et de protection militaire d'Israël comme étant la puissance aujourd'hui capable au fond, d'exercer une influence militaire majeure, une dissuasion militaire majeure dans la région, et donc qui serait potentiellement plus sûre, plus efficace pour les pays du Golfe. Mais on voit bien qu'évidemment, dans le cadre historique de la région, des tensions régionales, de l'histoire, en gros, de la création d'Israël et des conflits successifs qui ont opposé Israël aux pays arabes et de ce qui s'est passé objectivement dans le conflit à Gaza et aujourd'hui au Liban, cette stratégie-là, évidemment, elle a un coût régional majeur. Elle est peut-être du point de vue des Émirats qui ont le sentiment à la fois de ne plus pouvoir compter à 100% sur les États-Unis, d'être adossé à une puissance qui devient hostile, c'est-à-dire l'Arabie saoudite, face à une autre puissance qu'elle considère hostile, c'est-à-dire l'Iran. Bah, les perspectives
pour les Émirats en termes d'assurer sa défense ou sa protection sont très limitées. Je rappelle encore, vous le savez tous, mais que sur la population émirienne, il y a moins de 10% de la population qui est vraiment émirienne, 90% de la population, y compris une partie importante des forces de sécurité, des forces militaires, est étrangère. Et donc la capacité pour les Émirats d'assurer eux-mêmes leur défense est limitée en réalité. Et donc, c'est sans doute pour ça que l'idée d'un rapprochement technologico-militaire avec Israël paraît faire sens. Nous, notre regard là-dessus, c'est qu'il a du sens d'un point de vue, on peut dire, conceptuel, mais il crée évidemment un risque majeur de rupture à l'intérieur du monde arabe du Golfe Persique, et que donc, d'une certaine façon, cette volonté de protection, elle conduit dans notre esprit plutôt à fragiliser ou à rendre plus incertaines les perspectives des Émirats. Merci Thierry. Écoutez, il est 10h45. Nous avons répondu aux questions qui nous ont été posées. Je propose d'en rester là. Merci à tous les participants pour votre présence et vos questions. L'équipe reste bien sûr à votre disposition pour poursuivre les échanges. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire.